Les guirlandes lumineuses suspendues au-dessus du jardin de notre maison de campagne scintillaient comme une scène à laquelle je n'appartenais pas. Les gens applaudissaient, levaient leurs verres, les flashs des appareils photo crépitaient, tout cela pour ma sœur, Manon. Personne, pas une seule âme, ne semblait remarquer que je fêtais mes 18 ans ce soir-là. Je me tenais derrière une rangée de coupes de champagne, la chaleur moite des lampions collant à ma peau, observant Thierry, l'animateur de la soirée, tapoter son micro et crier « Célébrons encore une fois les 18 ans de Manon ». Quelque chose en moi s'est figé. Même la musique, une chanson pop entraînante que Manon adorait, sonnait faux. J'ai posé mon verre, lentement, silencieusement, et à cet instant précis, j'ai compris que cette fête deviendrait le dernier souvenir que ma famille aurait de moi, bien qu'ils ne le sachent pas encore. J'ai grandi dans une maison où la lumière semblait toujours tomber dans la même direction, toujours vers ma sœur. Même enfant, Manon n'a jamais eu à réclamer l'attention. Elle venait à elle comme la canicule s'installe en Provence, lourde, automatique et inévitable. J'ai appris très tôt à me déplacer autour d'elle, à me faire toute petite pour que ses rayons ne me brûlent pas. Je devais avoir 8 ans la première fois que j'ai compris mon rôle. Manon avait une compétition de danse et notre mère, Valérie, avait passé toute la matinée à lui boucler les cheveux, à vaporiser des paillettes sur ses joues, à épingler un nœud si grand qu'il frôlait ses épaules. Je me tenais dans l'encadrement de la porte, ma propre brosse à la main, attendant que quelqu'un me remarque. Ils ne l'ont pas fait. Mon père, Stéphane, a seulement jeté un regard dans ma direction assez longtemps pour dire « Chloé, ma chérie, sois utile », avant d'attraper la bouteille d'eau de Manon. Alors, je l'ai été. Et c'est devenu le schéma, moi, l'aidant à briller. Au collège, c'était devenu une routine immuable. Manon parlait, j'écoutais. Elle gagnait, j'applaudissais. Elle avait besoin de quelque chose, je le lui apportais. Lors des dîners de famille, les parents l'entraînaient dans des conversations sur son avenir, sa beauté, son potentiel infini. Quand ils se tournaient vers moi, leurs questions étaient plus douces, plus minces, polies d'une manière qui rendait l'air tendu. Et l'école, ça va? Tu dessines toujours autant? Puis leur attention retournait vers elle, comme si je n'avais fait que combler une pause. Mais le moment qui ne m'a jamais quitté s'est produit quand j'avais 15 ans. J'avais passé des semaines à créer un carnet de croquis pour son anniversaire. Des esquisses, de petites aquarelles dans les coins, une mise en page sur laquelle j'avais travaillé chaque soir sous la lampe de mon bureau. Je me souviens l'avoir emballé dans du papier craft, l'avoir noué avec de la ficelle, éprouvant une fierté silencieuse. Elle l'a ouvert devant nos parents, a tourné 2 pages, puis s'est arrêtée. « C'est mignon », a-t-elle dit, souriant à son propre reflet dans la tablette numérique que Valérie venait de lui tendre. Mais bon, maman m'a offert quelque chose de vrai cette année. Elle a mis le carnet de côté. La reliure s'est pliée en heurtant la table. Quelque chose à l'intérieur de moi aussi. Plus tard cette nuit-là, assise sur le sol de ma chambre, j'ai arraché l'une des pages, une esquisse d'une pièce que j'imaginais concevoir un jour. De hautes fenêtres, une lumière douce, un fauteuil face au lever du soleil. J'ai tenu cette page longtemps, me demandant si quoi que ce soit que je crée aurait un jour de l'importance pour eux. Le reste du carnet a fini au fond de mon armoire. La page unique a rejoint mon propre carnet de croquis. Elle y est toujours. En grandissant, le déséquilibre s'est accentué au lieu de s'estomper. Manon a eu une Renault 4 à 16 ans. J'ai eu le privilège de l'aider à choisir la couleur de la peinture. Elle invitait des amis. J'apportais les amuse-gueules. Quand la famille venait nous rendre visite, ils posaient des questions sur ses notes, sa robe de bal de fin d'année, ses projets d'études supérieures. Les miens n'étaient que des pensées après coup polies. Valérie disait que j'étais indépendante, le genre de fille qui n'avait pas besoin de grand-chose. Cela sonnait comme un compliment jusqu'à ce que je réalise que c'était une permission, la permission de m'ignorer, de garder leur énergie pour l'enfant qui en exigeait davantage. Stéphane m'a dit un jour, tu es l'automne, stable et solide. Manon est fragile. Elle a plus besoin de nous. Mais la fragilité ne semblait jamais l'empêcher de piétiner tout sur son passage. À 17 ans, j'avais appris à lire la maison comme une carte. Les pièces bruyantes leur appartenaient. Les silencieuses étaient les miennes. J'ai arrêté de demander des choses au qu'on me dépose quelque part, de l'aide, de l'attention. Le silence est devenu plus facile, prévisible, sûr. Et pourtant, quelque part sous tout ce calme, une minuscule partie de moi attendait encore.
Attendais un moment où quelqu'un pourrait me regarder comme il la regardait. Une chance d'être vu sans avoir à le mériter. Je n'ai réalisé à quel point cet espoir était insensé que le soir de mes 18 ans, quand une seule phrase a confirmé ce que j'avais toujours su. Dans cette famille, la visibilité était un privilège, pas un droit de naissance. Je savais que la chaleur cette nuit-là n'était pas seulement celle de l'air estival. Elle s'est accrochée à moi dès l'instant où je suis entré dans le jardin, un rappel que ma place dans cette famille était toujours quelques pas derrière tout le monde. Les guirlandes lumineuses drapées sur la terrasse scintillaient sur la surface de la piscine, projetant des éclats dorés sur des visages qui ne me regardaient pas. Je me tenais au bord de la foule, les mains encore collantes après avoir disposé le dernier jeu de bougies sur les tables. Valérie m'avait tendu un briquet plus tôt en disant « Assure-toi que tout soit parfait avant l'arrivée des invités ». Elle n'avait pas dit « Joyeux anniversaire ». Quand Thierry a tapoté le microphone, les vibrations ont parcouru le verre dans ma main. Les gens se sont tournés. Les conversations se sont interrompues. Un petit silence a soulevé la chaleur de l'air. Faisons un tonnerre d'applaudissements, a-t-il dit, pour Manon, qui fête à nouveau ses 18 ans. La foule a explosé. Pas moi. Pendant une seconde, tout est devenu flou. Les lampions, les voix, le sourire éclatant de Manon alors qu'elle s'avançait dans une robe blanche qu'elle avait achetée juste pour la soirée. Mes yeux se sont posés sur le gâteau. 3 étages, un glaçage marbré, son nom écrit en lettres d'or sur le dessus. Mon nom n'était nulle part. J'ai senti Valérie toucher mon bras, un contact doux mais assez ferme pour me maintenir immobile. « Ne t'avance pas », a-t-elle murmuré. « Ça va embrouiller les gens. » Embrouiller les gens. À mon propre anniversaire. J'ai regardé Stéphane. Il n'a pas croisé mon regard. Il applaudissait trop fort, de la manière dont les gens applaudissent quand ils prétendent que tout va bien. Manon a fait un vœu. Les flashs ont crépité. Les invités ont scandé son nom. Quelqu'un à côté de moi a dit « Elle est magnifique ». C'est vraiment sa soirée. Et soudain, j'ai compris quelque chose de tranchant et de simple. Il n'y avait pas d'erreur, pas de malentendu. Ce n'était pas ma fête accidentellement détournée. C'était la leur, intentionnellement réattribuée. Ma gorge s'est nouée, mais ma respiration est restée calme. J'ai fait ce que je faisais toujours, silencieuse, contenue, invisible. J'ai à moitié levé mon verre comme pour me joindre au toast, puis je l'ai reposé avant qu'il n'atteigne mes lèvres. Personne n'a remarqué. Une goutte de cire a coulé d'une bougie sur la nappe. Je l'ai regardée durcir, pâle et définitive. Puis je me suis retourné, j'ai dépassé les rires, la musique, la maison qui n'avait jamais été la mienne. Pieds nus sur le trottoir chaud, ma robe frôlant mes genoux. Je n'ai pas regardé en arrière, pas une seule fois. Je n'ai pas couru. J'ai simplement continué à marcher jusqu'à ce que la musique du jardin s'estompe en un bourdonnement lointain, avalé par la chaleur dans la portion vide de la rue du quartier. Le bitume était encore chaud sous mes pieds, mais l'air s'était suffisamment rafraîchi pour piquer ma peau. Je ne savais pas où j'allais. Je savais seulement que je ne pouvais pas rester. Quand le TER est finalement apparu à la gare en bordure de la route principale, ses phares ont percé l'obscurité comme une invitation silencieuse. Je suis monté à bord sans réfléchir. Le contrôleur, Nicolas, a jeté un œil à ma robe, à mes pieds nus, puis de nouveau vers le quai. Il n'a pas posé de questions. J'en étais reconnaissante. La porte s'est refermée derrière moi avec un sifflement. Ce son ressemblait à une ligne qu'on traçait. J'ai pris un siège près de l'arrière. Le moteur grondait, bas et régulier, et pour la première fois de la soirée, personne ne me disait de sourire, de me taire, de me mettre de côté. Juste le vrombissement des roues sur les rails, le scintillement des lampadaires contre les fenêtres, et la vague odeur de vieux café qui flottait dans l'air. Quelque part entre la Provence et la ville suivante, j'ai sorti mon carnet de croquis de mon sac. La couverture était usée, douce au toucher après des années de manipulation, les bords effilochés, les coins cornés. Mes doigts ont effleuré la page où le dessin avait été arraché des années auparavant. L'empreinte vide de cette feuille manquante me fixait. J'ai tourné à une page blanche et j'ai posé la mine du crayon contre le papier. Une pièce a commencé à prendre forme. De hautes fenêtres, une lumière ouverte, un unique fauteuil tourné vers le lever du soleil. Je ne le savais pas encore, mais c'était la première ébauche de la vie que j'étais sur le point de construire. Le train m'a emporté vers le nord à travers la nuit.
Chaque heure semblait me dépouiller d'un poids, le silence de Stéphane, le contrôle précis de Valérie, l'ombre de Manon qui s'étendait dans chaque pièce. À l'aube, lorsque les toits de Paris se sont dessinés au loin, quelque chose en moi s'est apaisé. Pas la paix, pas l'espoir, juste de la résolution. Belleville était le seul endroit que je pouvais me permettre. Une chambre étroite avec de la peinture écaillée, une fenêtre donnant sur un mur de briques, et un radiateur qui cliquetait chaque fois qu'il lui prenait l'envie de se réveiller. J'ai payé la caution avec l'argent de mon stage d'été. J'avais économisé 600 € au total. Quand la porte s'est refermée derrière moi, le silence a résonné, non pas vide, mais ouvert. J'ai posé mon carnet de croquis sur le rebord de la fenêtre. L'espace semblait petit, mais il était à moi. Mes journées sont devenues un montage de survie. Les services du matin dans un petit bistrot. La vapeur s'élevant des pichets de lait, nettoyer les tables jusqu'à ce que mes mains me fassent mal, un léger air de jazz jouant à travers de vieux haut-parleurs. Et chaque soir, des cours sur mon ordinateur portable, des notes griffonnées jusqu'à ce que les marges disparaissent, construisant des modèles numériques entre les bruits de la circulation et les murs fins qui m'entouraient. Je ne parlais pas beaucoup. Je n'en avais pas besoin. Les gens dans la ville se regardent à peine. Cet anonymat était un cadeau. Un matin, alors que j'essuyais le comptoir, une femme plus âgée s'est approchée. Elle se déplaçait avec la précision calme de quelqu'un qui comprenait l'espace comme d'autres comprennent le langage. Elle a pointé une serviette en papier sur laquelle j'avais inconsciemment esquissé un coin du bistrot. « C'est vous qui avez dessiné ça ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Elle a étudié les lignes un long moment, puis a dit « Vous voyez la pièce. » La plupart des gens ne voient que les objets. Son nom était Monique Duval. J'apprendrai plus tard qu'elle était connue dans certains cercles pour transformer d'anciennes usines abandonnées en maisons avec une âme. Ce jour-là, elle m'a simplement tendu sa carte. « Passez à l'atelier », a-t-elle dit. « J'ai peut-être une place pour vous. » Ce n'était pas une promesse. C'était une ouverture. Dans son atelier, une ancienne usine reconvertie avec des murs de briques et une lumière d'après-midi qui se déversait à travers des verrières, Monique a examiné mes croquis, chacun étalé sur une longue table en chêne. Son doigt s'est arrêté sur la page avec la pièce imaginée, celle que j'avais dessinée dans le TER. « Vous construisez à partir de l'absence », a-t-elle murmuré. Je n'ai pas demandé ce que cela signifiait. J'avais compris. Le stage qu'elle m'a offert ne payait presque rien, mais il me donnait accès aux outils, aux chutes de bois, aux échantillons de tissu, aux pièces vides qui attendaient d'être repensées. Je balayais les sols, étiquetais les matériaux, j'apprenais comment la lumière se comporte sur la pierre, comment la texture peut adoucir une blessure que l'on ne nomme pas à voix haute. Ma routine a de nouveau changé, atelier le jour, travail la nuit, carnet de croquis toujours dans mon sac. J'ai appris à écouter l'espace, comment il respire quand on déplace une chaise, comment les ombres peuvent rendre une pièce honnête. Monique me faisait rarement des éloges, mais quand elle le faisait, c'était avec des phrases qui semblaient être des encres. Vous travaillez comme quelqu'un qui a dû gagner chaque centimètre. Vous comprenez le silence. Vous concevez avec la mémoire. J'ai construit des meubles à partir de pièces récupérées, une table à partir de vieilles poutres, une lampe en cuivre rouillé, une chaise qui grinçait comme si elle se souvenait de quelque chose. Chaque projet est devenu une façon de me reconstruire, fragment par fragment. 3 années se sont écoulées à ce rythme de travail acharné et de croissance. J'ai travaillé jusqu'à ce que mes doigts soient meurtris, jusqu'à ce que ma vue se brouille à 2 heures du matin, jusqu'à ce que la fille qui avait quitté la Provence pieds nus ne ressemble plus à quelqu'un que je connaissais. Elle était toujours en moi, mais plus silencieuse, comme un écho que j'avais appris à respecter plutôt qu'à obéir. Puis un soir, Monique a posé une pile de dossiers sur mon bureau. Des clients ont demandé à travailler avec vous, nommément, a-t-elle dit. Juste ça, pas de sourire, pas de cérémonie. Mais j'ai senti le changement. Le premier souffle d'une vie qui n'était pas empruntée ou héritée, mais construite. Cette nuit-là, dans ma petite chambre avec le mur de briques, j'ai créé un tableur. Dépenses, économies, fournitures, coûts prévisionnels, clients potentiels. Une liste intitulée « Étape vers l'indépendance ». J'ai tapé, vérifié, classé, supprimé, réorganisé. Pas de bruit, juste des décisions qui se mettaient en place. Au matin, j'avais un plan, un vrai. L'atelier Chloé serait à moi. Mon studio, mon espace,
mon nom. Le train m'avait emporté. Mon travail me porterait en avant. Cette fois, je ne fuyais pas. Je construisais. Cette fois, je ne réparerais pas ce qu'ils avaient brisé. Le matin où ma conférence TEDx a été mise en ligne, je ne pensais pas que quoi que ce soit changerait. C'était un événement discret dans un petit amphithéâtre rempli de gens qui écoutaient attentivement et partaient sans applaudissements retentissants. J'avais raconté une histoire sans nom, une fille dont le 18e anniversaire lui avait été volé, qui était partie en pleine fête et avait choisi le silence comme frontière. 2 jours plus tard, ma boîte de réception a explosé. Messages, demandes, articles, extraits partagés avec des légendes comme « Voilà à quoi ressemble la guérison ». La vidéo a dépassé le 1 million de vues avant même que j'aie pu traiter la première vague. Je n'ai pas répondu. J'ai continué ma routine, studio le matin, révision de croquis, appel client, Léo me tendant un café toujours trop sucré. La routine maintenait le bruit à distance. Puis les interviews ont commencé. Les magazines voulaient parler de la fille qui se reconstruisait. Les blogs de design s'interrogeaient sur mon processus. Les podcasts me posaient des questions sur la résilience. Je gardais mes réponses brèves. Je laissais le silence encadrer le reste. La première secousse est venue de la province. Un SMS de Valérie. Nous avons vu la vidéo. Manon est contrariée. Tu devrais peut-être prendre de ses nouvelles. Aucune reconnaissance de ma conférence. Aucune reconnaissance de mon travail. Juste la même attraction gravitationnelle vers Manon. Je n'ai pas répondu. Plus tard, Stéphane a écrit « Félicitations pour ton succès. Mais s'il te plaît, comprends que ta sœur se sent visée. Visée par une histoire sans nom. » La familiarité de la situation piquait plus que le message lui-même. J'ai posé le téléphone et j'ai continué à mesurer une planche de chaîne de récupération pour un projet d'étagère. Le maître ruban a cliqué proprement contre le bord. Rien dans mes mains ne tremblait. Le lendemain matin, Léo est entré en courant avec sa tablette. Tu dois voir ça. Un site de potins avait publié une interview de Manon. Son visage remplissait l'écran, composé, préparé. Le titre, la sœur de la designer virale dit « Les gens ne connaissent pas la vraie histoire ». Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Le reflet de la tablette scintillait sur la règle de dessin en métal sur mon bureau. Quand je l'ai finalement lu, les mots étaient prévisibles. Elle exagère pour attirer l'attention. Nous l'avons toujours bien traitée. Elle est partie parce qu'elle ne supportait pas les comparaisons. J'espère qu'elle va bien, mais Internet ne connaît pas la vérité. Je n'ai pas ressenti de colère, juste une confirmation. Certaines personnes s'effondrent si elles ne sont pas le centre de l'univers. Le soir même, l'incendie s'était déclaré. Capture d'écran, réaction compilée, des gens exhumant d'anciens posts de Manon datant de plusieurs années qui contredisaient tout ce qu'elle venait de dire. Les sections de commentaires sont devenues lourdes et rapides. Pourtant, je suis restée silencieuse. Le silence a un poids. Il fait pencher la vérité vers la surface. Cette nuit-là, j'ai rempli les documents pour agrandir l'atelier Chloé en un studio à part entière, j'ai signé le bail final à Paris, mis à jour les enregistrements, transféré des fonds, bouclé des boucles qui étaient ouvertes depuis des années. Chaque signature ressemblait à une porte se fermant doucement derrière moi. Pas de claquement, juste une clôture. Une semaine plus tard, la conférence TEDx a atteint 5 millions de vues. Un hôtel de charme voulait que je conçoive son hall d'entrée. Une marque voulait une collaboration. Des clients écrivaient que mon travail donnait à leurs espaces l'impression de respirer à nouveau. Pendant ce temps, les comptes de Manon partaient en vrille, commentaires désactivés, sponsorisation suspendue. Son contenu parfait était noyé sous les critiques d'inconnus qui reconnaissaient des schémas qu'ils avaient eux-mêmes vécus. Monique est passée un après-midi, m'observant ajuster une maquette d'éclairage. « Tu n'as rien à expliquer », a-t-elle dit. « Ils font ce travail pour toi. » J'ai hoché la tête, bien que quelque chose au fond de ma poitrine se soit resserré, une vieille douleur se séparant de sa racine. Cette nuit-là, alors que j'alignais des livres sur les étagères du studio, mon téléphone a vibré. Un email. Expéditeur, Manon. J'ai hésité un instant, puis je l'ai ouvert. Une seule phrase. Je ne savais pas que ça ferait si mal de ne pas être vu. Les mots flottaient sur l'écran, fragiles et inachevés.
Pas des excuses, pas une prise de responsabilité, juste la première chose honnête qu'elle ait dite depuis des années. Je n'ai pas répondu. Certaines fins ne sont pas faites pour être adoucies. À la fin de la semaine, l'atelier Chloé a ouvert ses portes. Les clients entraient sous les hautes fenêtres. Des journalistes prenaient des notes tranquillement. La lumière se déplaçait sur le sol poli comme quelque chose qui trouvait sa place. J'ai traversé l'espace, mon espace, avec l'assurance de quelqu'un qui s'est reconstruit sans approbation. La justice n'est pas arrivée bruyamment. Elle s'est tissée à travers le système, à travers les conséquences, à travers le silence. Le renversement était complet. L'équilibre, restauré. Quand le bruit s'est enfin calmé, cela ne ressemblait pas à une victoire. Cela ressemblait à de l'air. Propre, non réclamé, remplissant les coins de mon loft. Paris avait une façon de retenir le silence différemment. Pas lourd, pas punitif, juste présent. La plupart des soirs, je restais tard à l'atelier, laissant les faibles lumières des suspensions tomber sur des maquettes inachevées et des piles de bois de récupération. La ville à l'extérieur pulsait par intervalles doux, sirènes lointaines, une rafale de vent balayant la fenêtre, le grondement sourd des métros se déplaçant sous terre. Tout cela se fondait en un rythme qui n'exigeait rien de moi. Je me retrouvais souvent attiré par l'olivier au centre du loft. Ses feuilles frôlaient la verrière, captant maintenant les dernières lueurs du soir. Il y a 3 ans, je pouvais à peine garder une plante en vie dans une chambre sombre de Belleville. Maintenant, celui-ci dépassait ma portée. Parfois, je m'asseyais par terre, le dos contre le mur de briques froides, mon carnet de croquis ouvert sur mes genoux. Le crayon se déplaçait doucement, des lignes, de la lumière, les coins de pièces imaginées. Pas de délai, pas d'attente, juste l'espace devenant forme. Je pensais de moins en moins à la Provence. Non pas par amertume, mais par distance. La maison qui m'avait semblé être le monde entier n'existait plus que comme un contour, reconnaissable mais vide. L'email de Manon me revenait en tête, une fois, puis s'estompait comme un bruit de fond statique. Sans réponse. Non pas ignoré, simplement inutile. Il n'y a plus eu d'appel de mes parents après ça. Pas de questions, pas de justification. Leur silence me semblait autrefois être un effacement. Maintenant, c'était de l'espace pour respirer. Un soir, j'ai fini d'installer la dernière pièce de mon exposition. Un cube de verre brillant doucement de l'intérieur. À l'intérieur, seulement une chaise et une étendue de mur blanc sans ornement. Ce n'était pas destiné à impressionner, mais à ressembler au premier moment de calme après une tempête. J'ai éteint les lumières de la galerie jusqu'à ce que seul ce cube reste. De l'or se déversant sur le sol en béton dans une flaque silencieuse. En rentrant dans mon loft plus tard, j'ai remarqué comment les lumières de la ville scintillaient à travers la fenêtre, se fondant avec le reflet de mon espace de vie. Ma maison, construite à partir de rien d'autre que des années de reconstruction silencieuse. J'ai expiré lentement, l'air frais contre mes lèvres. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas demandé qui pourrait me regarder. Ma propre compagnie me suffisait. Certaines personnes reconstruisent leur vie en criant leur douleur au monde. J'ai reconstruit la mienne en allumant les lumières dans une pièce que personne n'aurait jamais pensé que je posséderais. Le silence ne m'a pas brisé. Il a façonné les murs, le sol, la porte que j'ai finalement franchie sans peur. Et en me tenant ici maintenant, regardant la ville respirer sous mes fenêtres, je comprends quelque chose de simple. On n'a pas besoin de retourner à l'endroit qui vous a effacé pour prouver que vous existez. On peut construire vers l'avant. Si mon histoire vous a touché, restez pour la suivante. Continuons à marcher vers la lumière.